C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast de IGN France qui vous fait rêver. Le podcast, pas IGN France, bon on rêve un peu d'IGN France, mais on essaye d'éviter parce que on ne peut pas rêver d'un site. Évitons. Bonjour Éparcurien. Bonjour à toi, Nagla Glaçon, bonjour tout le monde. Ça y est, c'est Noël. La saison des fêtes est présente, on va pouvoir se gaver de bonnes choses, on va pouvoir s'émerveiller devant les formidables programmes qui vont passer à la télé. Mais surtout, on va plonger dans tout ce que Disneyland Paris a à nous proposer pendant cette grande saison. On a fait le tour, on a tout testé, on a checké tous les nouveaux spectacles et on va vous raconter un peu ce que ça donne. En fin de podcast, on va vous parler aussi un peu de cinéma, mais on va vous parler de Coco, le Pixar qui est à l'affiche depuis une semaine seulement. Là aussi on l'a vu, on a pu se faire notre petite idée et je pense on ne fera pas de blague sur Tropico. Cette petite idée est positive, il me semble qu'on a pas mal aimé, mais on vous en dit pas plus parce que en début de podcast, on commence par parler des actualités. Et la tradition l'exige, on commence avec le point réhab. Et un point réhab qui commence bien puisque j'ai l'honneur de vous annoncer que Hyperspace Mountain rouvrira samedi, donc le 9 décembre, et que le Pocahontas Indian Village, donc encore plus important, rouvrira la semaine d'après, le 16 décembre. Autre réhabilitation du mois de décembre, on a Blanche-Neige et les 7 nains qui est fermé du 11 au 22 décembre, qui sont d'ailleurs, puisqu'il y a Blanche-Neige et les 7 nains. Ah oui, ils sont 8 quand même. Et on a donc Star Wars Path of the Jedi, le truc un peu nul dans le Discoveryland Theater, donc, qui est fermé les 19 et 20 décembre, donc c'est pas une grosse perte en soi. Dans 2 jours, ça va, on devrait s'en remettre. Ouais, donc à partir du 8 janvier, on a pas mal de fermetures, donc pas mal d'attractions en extérieur. On peut dire que c'est pour le froid, mais il fait déjà très froid, donc on ne sait pas. Oui, donc il y a le Thunderbolt Mesa, Thunder Mesa Riverboat Landing, donc on va dire dans le bon ordre. Autopia et Studio Tram Tour, donc qui sont fermés du 8 janvier au 9 février. On va peut-être rappeler juste que Thunder Mesa Riverboat Landing, parce que c'est pas forcément clair, c'est les gros bateaux à aube qui tournent. Mais il y en a plus qu'un. Donc... Et qu'il y en a plus qu'un, voilà. Le Pays des Contes de Fées et Casey Junior rouvriront le 31 mars, donc. Le 30 un même. mois. Le 31, mais c'est inclus en fait. Mais ah non, mais donc... s'il y a une faute dans le fichier aussi, moi je te. Ah non, il n'y a pas une faute, c'est juste mets le que 30 mars. Jusqu'au 30 mars inclus. Donc ça réouvre le 31. Ouh là là, faut faire des mathématiques, c'est pas clair. Bref, donc ça rouvre le 31 mars, très bien. Donc ce qui est un mois de plus, finalement donc la fermeture est un mois plus longue que prévu, ce qu'on avait annoncé notamment le mois dernier, où ça devait rouvrir je crois le 1er mars, dans ces eaux-là. On a Dumbo donc qui lui rouvrira le 16 mars, Frontierland Depot le... Mais non, le 17 il réouvre. Oui, bon. Donc il rouvre le 17 mars, donc bon, on va essayer de garder les mêmes trucs, sinon c'est le bazar. Et alors Frontierland Depot qui est fermé jusqu'au 31 mars inclus. Donc il devrait réouvrir le 1er avril, jusque là on est d'accord. En ce qui concerne Phantom Manor, tout ce qu'on sait c'est qu'il n'y a pas de date annoncée, il est annoncé fermé jusque septembre, donc ça pourrait rouvrir avant mais plus vraisemblablement après. Ah bah c'est la grosse fermeture, c'est la grosse réhabilitation de Phantom Manor, c'est un peu la dernière du plan de réenchantement d'une certaine façon, donc on savait que ça durerait un moment et ça se confirme. C'est un gros update majeur qui se profile pour 2018, effectivement. C'est ça. Alors, il y a une histoire de flyer qui traîne avec des dates de réhabilitation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça. C'est très, très bizarre, très étrange. Donc, plusieurs sites ont relayé des flyers avec des dates de réhabilitation et des dates de réouverture à Frontierland. Et il y a plusieurs choses intéressantes. On retient surtout la réouverture de Phantom Manor qui est annoncée pour le 6 octobre. Donc, la réouverture, j'appuie bien dessus. Et oui. Donc ça déjà c'est intéressant en soi, c'est rassurant pour ceux qui pouvaient croire que ça durerait bien plus longtemps après septembre. Et on a aussi un point encore plus intéressant, c'est l'ouverture le 1er février des Riverrogue Killbots. Je vais arriver à le prononcer ça bien un jour. Donc les Killbots, ce sont 2 bateaux
un peu plus petits qui circulent, donc qui naviguent dans les eaux des Rivers of the Far West, donc comme les bateaux à Hob. C'est des bateaux qui accueillent une trentaine de passagers environ, donc vraiment plus petits, qui ont un circuit différent, c'est vraiment différent. Alors, je n'ai pas énormément de souvenirs de l'attraction en soi, et je serais ravi de pouvoir y regoûter. Ouais. Oui, pourquoi pas, hein. Tu as le droit de goûter le matériel, hein, on va pas t'en empêcher. Non, ce qui est bizarre, c'est que cette attraction est passée plus de temps dans l'histoire de Disneyland Paris, plus de temps fermée qu'ouverte finalement. Ah, c'est 12-12 à peu près. Donc... Ah, c'est à égalité. Bon, fallait bien tomber. Donc oui, donc effectivement, donc ouvert de 92 à 2002 et de 2007 à 2009. Donc 2 grosses périodes de fermeture. Rien depuis 2009. Ouais, effectivement. Ouais, c'est bizarre. On peut noter que si elle rouvre, il manquera plus que les Indian Canoë, donc qui avaient été aussi ouverts, mais eux, il me semble quelques années seulement à partir de 92, où c'était vraiment des canoës, dans l'esprit canoë, où les gens devaient ramer. Oh, et c'est crevant, ça, les Français. Fermé, semble-t-il que c'était surtout parce que ça posait des problèmes au niveau de la navigation. Il y avait finalement beaucoup de bateaux, hein, puisque 2 bateaux à Hob, les 2 killboats plus les Indian Canoë, un débit faible et aussi des histoires apparemment de sauvetage, de formation de sauvetage nécessaire pour les castes qui sera un peu compliqué. D'accord. Bon. Donc ce flyer c'est un peu bizarre quand même qu'il annonce ce genre de truc, mais pourquoi pas, hein. On sait pas trop s'il faut se baser dessus ou quoi, mais en tout cas c'est intéressant. C'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs sur le retour des killbots, mais pourquoi pas. Alors puisqu'on est sur les rumeurs, il est temps de parler du gros dossier, il est temps de parler de Tron. Alors Tron, c'est un peu la rumeur étrange qui sort de nulle part. Donc c'est le site Loopings, un site néerlandais. Donc déjà ils sont néerlandais, ils ont pas de chance. Qui relaie... complètement gratuit ça. S'ils ont de la chance dans Efteling. Oui, qui relaie donc qui aurait eu des discussions entre Disneyland Paris. Du moins entre Disney et Vekoma, donc le constructeur néerlandais qui a déjà construit chez nous notamment Space Mountain, Rock'n'Roller Coaster et si on va un peu ailleurs le Goudurix, hein, le fameux. Ah, mon Dieu, oula. Oui, bon, restons sur Space Mountain, c'est bien déjà. Donc ce serait pour dupliquer Tron Light Cycle Power Run, donc la fameuse attraction phare du Tomorrowland de Shanghai. Donc, alors pour rappeler, t'es sur une moto, t'es un petit peu allongé du coup, penché sur ta moto et c'est un show à la Tron, donc c'est pour le coup plutôt joli si vous regardez sur YouTube un peu ce que ça donne. On est dans le film quoi, donc c'est plutôt chouette. C'est vraiment une montagne russe en fait, mais en forme de moto quoi. C'est ce qu'il faut se dire. En termes de sensations, c'est plutôt familial quoi, gentillet. Bref. Donc ils ont aussi annoncé, Disney a annoncé donc là officiellement que ça ouvrirait au Magic Kingdom de Floride également là-bas à Tomorrowland, donc à côté de leur Space Mountain, ce qui fait 2 gros coasters finalement l'un à côté de l'autre en Floride. Et donc ça arriverait potentiellement chez nous, donc ça reste à voir, hein, ça ne reste qu'une rumeur. Certains disent que ça pourrait venir sous la forme d'une autre licence, donc notamment entendu parler de Captain America et de sa moto, donc à voir, pourquoi pas en soi, hein, mais moi ce qui m'étonne en fait c'est qu'on parle de dupliquer un circuit, et pourquoi ils dupliqueraient un circuit si c'était pour faire une attraction différente avec un thème différent? Pourquoi aller s'embêter à finalement reprendre le circuit tel qu'il a été pensé pour Tron au lieu d'en imaginer un vraiment adapté à Captain America? Ce serait de la réduction de budget, mais dans ce cas-là, c'est très étrange, ça ressemble pas à ce que ferait Disney en temps normal. Bah oui, autant créer un circuit sur lequel tu peux mettre tes trucs Captain America et ça colle, parce que sinon t'es obligé de reprendre des props de la même taille, etc. C'est le bazar. C'est ça, surtout que Disney a tendance à bien saouler les constructeurs pour avoir des trucs bien personnalisés. Donc pourquoi eux, de leur côté, ils feraient un dupliqué Tron pour faire du Captain America qui n'a pas du tout les mêmes besoins en termes de thématisation? Ce serait différent, ça n'a rien à voir finalement. C'est étrange. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette rumeur? C'est assez difficile à dire selon moi. Le site Loopings n'a pas non plus un historique de site fiable à 100%, quoi. Bon, on espère qu'ils ne nous écoutent pas. Puis il faut aussi se dire que quand bien même il y aurait eu un devis, après tout, hein, pourquoi pas, c'est pas dit que
que le projet soit acté, ça peut être juste un devis au cas où on sait qu'on peut faire ça va nous coûter tant sur la construction, tant sur la thématisation. C'est peut-être juste dans l'élaboration d'un projet finalement, et c'est pas dit que le projet reste pas dans un carton ad vitam aeternam. Alors pour le coup, une info IGN France, parce que de temps en temps il faut en donner, le devis, eux disent que il est bien réel. Il y a bien un devis qui a été fait sur ça, ce qui effectivement ne veut pas dire qu'ils vont faire le truc, mais il y a eu un devis, ce qui veut quand même dire quelque chose. C'est intéressant. Donc, ça se confirme. À partir de là, on peut se poser la question, est-ce que c'est un projet encore d'actualité aujourd'hui ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en ferait, quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait, effectivement ? Bah oui, c'est vrai ça, on la met où ? Alors quoi, Ben, derrière Star Tours ? C'est ça, mais ça paraît... C'est faisable, a priori c'est faisable au niveau place. Le souci en fait quand tu fais ça, c'est que, c'est une zone finalement un peu étriquée dans le sens où il serait peut-être pas extrêmement mis en valeur, tu vois, le bâtiment. Il serait peut-être caché derrière, tu vois. Ouais, peut-être que tu casses un peu des trucs pour faire une belle entrée à ce moment-là. Et tu casses Star Tour, c'est compliqué. Ah, tu casses Star Tour, peut-être pas. Tu casses, je sais pas. Non, non, effectivement, ça semble compliqué de mettre en valeur. Après, il y a une place là-bas, donc à un moment donné, s'ils veulent mettre quelque chose là-bas, il va bien falloir que soit c'est planqué, mais si tu mets quelque chose, tu vois, dans l'esprit, genre, admettons qu'ils prolongent Star Wars en faisant un truc là-bas, ne serait-ce qu'un restaurant ou même, je sais pas, peut-être une des attractions du Star Wars Land floridien, pourquoi pas, tu vois, finalement. Ouais, et puis oui, tu peux faire une prolongation et puis dans un coin t'as un coin Tron, quoi, ça peut se faire. Parce que là t'aurais vraiment un coin Star Wars et du coup ça se mettra en valeur l'un et l'autre. Alors que là tu vas mettre Tron derrière Star Wars, derrière Space Mountain, derrière, tu vois, enfin ça fait très compartimenté, quoi, très segmenté. C'est plus trop ce que fait Disney aujourd'hui quand il crée des choses. Donc après pourquoi pas en soi. Maintenant on pourrait se dire ça pourrait aussi aller au Walt Disney Studios. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu te demandes où encore une fois, quoi, parce que soit tu te bloques derrière Backlot, et dans ce cas-là, tu auras peut-être du mal à prolonger Marvel. Ouais. Soit tu te bloques côté Pixar, mais dans ce cas-là, c'est encore plus bizarre, parce que ça fait un changement. Oui, non, c'est le bazar là-bas. Là-bas, c'est plutôt Toon, hein, on imagine. Ouais, c'est ça, donc c'est un peu compliqué. Tu peux imaginer, je sais pas, moi, dans la prolongation du Hollywood Boulevard, mais encore une fois, ça te bloque en fait. C'est que tu sais, vu que tu peux pas imaginer tout un land autour, la logique serait de le mettre dans un endroit pensé pour, tu vois. Ouais, dans un coin, quoi, dans un coin reculé un peu, ouais. Bah, éventuellement, Backlot, moi, ça dans peut ma tête, faire, tu quoi. vois, un endroit cool, ce serait Adventureland, tu vois, là où il y a rien avant d'arriver sur Indy, tu vois. Ouais, là, t'as une zone où tu peux faire un truc. Bon, après, tu vas pas mettre Tron à cet endroit-là, hein, je vous rassure, c'est pas ce que je pense. Non. Mais oui, c'est le genre de zone qu'il faudrait retrouver, quoi. Où tu pourrais mettre une attraction un peu standalone, j'ai envie de dire, sans land autour, quoi. Vu l'état actuel de Backlot, à mon avis, c'est là que ce serait le plus Bah, le problème, c'est que ça viendra empiéter sur potentiellement du Marvel, que ce soit en extension ou en réhab. Donc c'est compliqué, quoi. Pour moi, c'est pas évident et c'est ce qui me fait dire que, je sais pas, cette rumeur. Après, moi, à titre personnel, Tron, j'en veux, je dis oui. Certains diront que c'est pas une licence phare. Alors, c'est vrai que c'est pas la grosse licence des dernières années, mais ça reste un truc assez marquant. Les motos, les lumières, Daft Punk, tout ça. Enfin, c'est des choses qui parlent. C'est tout un univers qui parle finalement plus que le film en lui-même. C'est un truc qui a une image, quoi. Ok. Très bien, bah on espère avoir Tron, et au pire ils s'amuseront à essayer de le trouver, ce sera un peu leur Game of Thrones. Alors il y a alors je vois que tu nous parles de la nouvelle trilogie Star Wars, mais je pense que c'est plus pertinent de le mettre plus bas. Parce qu'on va rester dans les parcs pour l'instant. Les plans pour Cinémagique ont été mis en mairie, ça y est, on en parlait la dernière fois. C'est ça, donc ils avaient déjà été mis en mairie, mais maintenant ils sont consultables. Et donc on a pu avoir, grâce à nos amis de chez Disney Gazette, qui ont partagé des plans. Donc on peut voir un petit peu plus ce qui va se faire. Donc je vais commencer par parler de l'extérieur. Donc on aura donc un point positif, une file d'attente et un accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça c'est très positif dans le sens où c'est ce qui a manqué un peu côté Animagique, où c'est un peu la foire d'empoigne au moment de rentrer, où t'as pas vraiment de file d'attente, c'est un petit peu la bousculade. J'imagine que pour les personnes à mobilité réduite ça doit être assez galère. Il y a des places réservées derrière, mais oui, c'est un peu relou. Non, mais au niveau de la file d'attente. Au niveau de la file, oui, je suis d'accord. C'est un peu compliqué en fait. Par contre, au niveau de la façade, il n'y a rien du tout, a priori. Okay. Donc rien du tout, aucun changement, ça va rester tel quel.
Donc on peut se demander à partir de ce moment-là, est-ce que ça veut dire que Marvel viendra plus loin? Est-ce que plus tard? Est-ce que ça peut pas jouer? Est-ce qu'au niveau de la Tour de la Terreur en version Gardien de la Galaxie, ça va pas faire deux univers différents? C'est compliqué. Ou alors tout simplement, comme de toute façon ils avaient pas envie de mettre de l'argent là-dedans, ils vont faire comme Animagic et ils vont considérer que c'est 2 salles de spectacle qui peuvent accueillir des shows qui peuvent changer. Et donc qui sont un peu classiques, sachant que Cinémagique il a un côté un peu Hollywood, comme il est du côté de la Tour de la Terreur. Oui, c'est ça, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on garde un thème Hollywood, et comme tu le dis, dans ce cas-là, c'est la Tour de la Terreur, on fait quoi, aurait tendance à rester donc, comme ça. Tu peux te poser des questions. Ouais. Alors, on sait pas trop, donc c'est un peu compliqué, on sait pas. Côté intérieur, je suis pas un expert dans tout ça, mais il y a a priori beaucoup d'aménagements techniques. La scène va être agrandie, on parle de la remontée aussi. Il y aura un peu moins de place a priori. Alors j'ai lu qu'on passerait de 1100 à 900, je suis pas sûr que ce soit tout à fait des chiffres précis. J'ai vu que oui, on passerait effectivement vers 900. Je sais pas à combien on était actuellement. Bref, légère réduction au niveau du nombre de places. Un point intéressant par contre, c'est qu'il y aurait des projecteurs qui permettraient en fait de faire du mapping sur les murs, sur les côtés. Et ça a du sens dans la mesure où ils nous disent que ça va être un spectacle à 360 degrés. C'est ça, donc ça c'est vraiment intéressant pour le coup en termes de show, on peut imaginer. Ça avait parlé aussi d'acrobatie, de héros qui volent au-dessus, donc peut-être que tout ça va bien pouvoir se faire vu qu'il y a beaucoup de travaux techniques sur les infrastructures. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une file d'attente virtuelle pour rencontrer Spider-Man? Est-ce que c'est pas une super idée ça? Donc c'est pas une nouveauté en termes d'idées, mais c'est quelque chose qui arrive à Disneyland Paris pour la première fois et qui est en soi très très cool. Peut-être pas pour la première fois, attention je me trompe peut-être, mais c'est pas grave, l'idée est là. Donc il faut désormais télécharger l'application Line Bertie et réserver une rencontre avec Spider-Man pour pouvoir le rencontrer. Vous ne pouvez pas le rencontrer en faisant une file standard. Après avoir fait cette réservation, vous allez avoir un temps d'attente qui va s'afficher et vous aurez une notification sur l'appli et un SMS quand ce sera votre tour. Ah, en fait, tu réserves ta place, quoi, un peu comme c'est ça, Resto. donc finalement, c'est cool. Ça ressemble un petit peu à un fast-pass en fait dans l'idée, sauf que c'est pas des horaires. Enfin, c'est vraiment ton tour à toi, quoi. Ouais. Et oui, donc le point positif, c'est que tu peux faire autre chose en attendant. Bah oui. Donc tu peux faire une attraction. Donc c'est plutôt cool au Walt Disney Studio où t'attends déjà beaucoup, donc tu peux prévoir un petit peu boucher ton temps d'attente de Spider-Man en attendant pour autre chose. Donc ça c'est très positif selon moi. Après c'est vrai que c'est un peu gênant de devoir restreindre ça à des gens qui ont une application. Il y a quand même un point d'accès Wi-Fi qui a été mis au niveau de la zone du rendez-vous avec Spider-Man. Il y a un QR code sur le programme ou sur le plan, je ne sais plus, avec pour télécharger l'application plus facilement. Bref, ils essayent de rendre la chose accessible. C'est un test qui est en cours jusqu'au 22 décembre, à voir ce que ça donne. Moi je trouve ça quand même très intéressant parce qu'à titre personnel, je suis pas ultra fan de rencontre personnage, mais pourquoi pas finalement à l'occasion. Mais si j'avais pas à poireauter, c'est ça, si t'es pas obligé d'attendre, peut-être que ouais, sur tous les Greet and Meet ça serait une bonne évolution. On va essayer d'accélérer parce que le temps tourne. 2 nouvelles annonces pour les soirées d'inauguration des Fan Days. Ça y est, les Fan Days, on commence à savoir des trucs. Ouais, on sait de nouvelles choses, effectivement. Donc là où les soirées, on sait toujours pas ça, par contre. Bon, écoute. Donc il y aura une conférence, un panel, comme on dit chez les corporates, avec des Imagineers Disney, donc qui ont, je cite, créé des landes, attractions et spectacles. Ah, c'est cool ça. Ce sera l'Animagic Théâtre. On ne sait pas exactement qui sera invité. Est-ce qu'on peut supposer que ce sera Laurent Cayuela et le Normand? Je suis pas certain. On peut le supposer parce que c'est ceux qu'on voit un peu partout. Oui. On les avait vus à Pirates des Caraïbes notamment. Ou est-ce qu'on aura un plus exotique? Ça, on ne sait pas encore. On sait également qu'il y aura un concours de sing-along comedies. Donc pour moi c'est du karaoké. Je ne sais pas s'il y a une différence flagrante. Oh, trop bien, on se fera un Let It Go en duo, ça va être génial. Non, avec des lots à gagner. Donc on gagne. Bah si, mais on va gagner des lots. Ouais, si, ça va être trop bien. Ah si, on va le faire. Obligé. Une news qui nous vient de Forbes, dis donc. On va avoir droit à une attraction blockbuster en 2024. Bah ça va, c'est dans 7 ans, ils prennent des risques. C'est une grosse news, hein, n'est-ce pas? Ouais. Moi j'ai l'honneur de t'annoncer que c'est une news à laquelle
dont on a parlé en avril. Eh oui, parce que ça va. C'était à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Alors j'en parle vite fait ici parce que ça a fait un peu parler sur Twitter et compagnie. Les gens ont un peu appris la nouvelle comme si c'était nouveau. Il faut suivre, je pense que vous l'avez déjà lu à l'époque. En fait, c'est le plan que Disney avait donné à l'époque aux actionnaires pour revendre leurs actions. Au moment d'acheter, ils ont dit, bon, on s'engage à faire ça. Donc dans ça, il y avait cette fameuse énorme attraction blockbuster, comme ils disent, pour 2024, donc on ne sait pas à quoi ça correspond. Moi, quand j'entends blockbuster et quand je pense à la politique actuelle de Disney, je pense plus à un land en soi qu'à une attraction. Mais on peut se tromper. Ouais. Bref, toujours est-il qu'à l'époque, ils avaient annoncé un programme d'investissement important relatif notamment à des rénovations d'hôtels et d'attractions, au développement d'une nouvelle attraction majeure en 2024, donc la fameuse, et à une mise à niveau de l'infrastructure Internet et technologie pour un montant cumulé de 2,1 milliards d'euros jusqu'en 2026. Ah, le Wi-Fi, le fameux, on dirait. Donc voilà, c'est tout pour moi. On le savait à l'époque et pourtant on n'est pas devin. Ouais, bon, voilà, c'est l'info qui revient, quoi. Ça arrive. Cordialement, la direction. Sur les infos qui concernent plus le Papark, et je ne parle pas d'Europa Park. Alors donc tout ce qui concerne ce qui est corpo, ce qui est les films, etc. Je pense que personne n'a compris ce que tu voulais dire par le Papark. Le Papark, ce qui n'est pas du parc, le Papark. Voilà. Autre chose que les parcs. La nouvelle trilogie Star Wars, on en sait un petit peu plus, parce que oui, il va y avoir une nouvelle trilogie, on en est à la 4e trilogie, on ne s'arrête plus. Elle est réalisée par Rian Johnson, et c'est vrai qu'il a parlé, il a répondu à une interview. Il y a une info notamment sur IGN France. Vas-y. C'est le fameux mec qui fait Les Derniers Jedi, qui réalise déjà Les Derniers Jedi. Donc ce qu'il a dit surtout, c'est qu'il y aurait la possibilité avec cette nouvelle trilogie d'aller ailleurs dans l'univers Star Wars. Donc de développer des nouveaux endroits, des nouveaux personnages, des nouvelles histoires, se détacher un petit peu des Skywalkers qui sont quand même, rappelons-le, c'est l'histoire de Star Wars, c'est l'histoire des Skywalkers. Pour l'instant, il y a que à part Rogue One. Oui, encore, ça tourne un peu autour. Bref, c'est intéressant. Moi, c'est 3 films qui me bottent beaucoup. Ouais, et ce qui est aussi intéressant dans l'interview, c'est qu'il dit que on va avoir plein de liberté pour faire ce qu'on veut. Ce qui est assez rigolo quand on sait que les réalisateurs de Star Wars ont tendance à se faire virer parce que justement ils veulent faire un peu ce qu'ils veulent et que Disney est pas d'accord. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, je veux dire qu'en fait on est vachement libre et un truc un peu corpo. Bon. Moi, ce que je trouve intéressant et curieux, c'est qu'ils ont déjà le réalisateur pour toute la trilogie, alors que pour l'actuel, ils ont changé, il me semble, le réalisateur du 9e film. Ouais. Et donc, puis ils ont fait un réalisateur différent par film. Donc ça veut dire que ça a bien matché avec celui-là. C'est étrange. Oui, j'imagine que Rian Johnson, il a tapé dans l'œil un peu de la présidente de Lucasfilm. Tout à fait. Alors, dans un registre beaucoup moins sympa, on va parler de John Lasseter. Donc, qu'on rappelle, qui est le fondateur de Pixar, qui est l'un des plus grands artistes de Disney actuellement, puisque et qui est surtout le directeur en fait de toute la partie animation. Donc il est devenu, suite au rachat de Pixar, etc. Il a tellement cartonné avec Pixar qu'il est devenu effectivement le directeur de la partie animation. Et c'est le maître de l'animation actuellement, et il est empêtré dans des histoires de comportements inappropriés. C'est joliment dit. Oui, c'est ça, donc un peu dans des suites de l'affaire Weinstein, donc c'est assez louche, on n'a pas de trucs très très précis, donc ce qui se dit, c'est qu'il y aurait eu par exemple des étreintes non consenties, un côté, on parle de quelqu'un de très très tactile, mais de façon très bizarre, très étrange, très peut-être malsaine. Ouais. On parle de tripotage, de caresses sur les jambes des collaboratrices qui évitent du coup de se mettre à côté de lui en salle de réunion. Ouais, c'est un problème. Ouais. Des commentaires sur les attributs physiques, donc pas une bonne ambiance, pas a priori. Un sacré CV de cochonnerie, il s'en est excusé dans un communiqué en interne qui a été transmis par Disney à la presse. Il s'excuse donc auprès de tous ceux qui ont dû subir ces agissements. Il dit avoir échoué à insuffler une culture de la confiance et du respect au sein des studios, qu'il souffre actuellement en fait de ce qui lui est reproché et des difficultés qu'il a à faire face à ses propres faux pas. Donc il reconnaît qu'il y a des faux pas, quoi. C'est ça. Donc Disney a apprécié sa sincérité et a approuvé son congé sabbatique de 6 mois qu'il va utiliser pour travailler sur lui, je cite. On peut se demander si c'est la fin de sa carrière à Disney.
Ça va être difficile de revenir derrière ça avec tout ce qui a lieu en ce moment. Moi, je trouve ça très bizarre, cette histoire de congé sabbatique de 6 mois. Ça fait un peu, on tente de voir, le temps de voir si ça se calme, noyer le poisson, sachant qu'il y a... je me mets dans leur tête, hein, est-ce qu'ils se disent c'est pas trop grave, donc dans 6 mois peut-être, s'il fait amende honorable comme il faut... Mais ce qui est étrange en fait, c'est qu'il y a énormément de plaintes, tu vois. Oui, non, mais et puis, enfin, il faut pas protéger ce genre d'agissement, quoi. Parler d'histoire aussi de faits, un spectacle, donc des faits, donc des jeunes filles, donc qui auraient dû, qui l'auraient étreint pendant très très longtemps, de façon très très étrange. Ouais, non, c'est un problème, clairement. On avait demandé à ce que quelqu'un le suive pour voir s'il y avait pas de problème. Donc ouais, non, c'est étrange. J'espère que Disney est pas en train de trop vouloir noyer le poisson et sauver son directeur. La période là, c'est plutôt on vire dès qu'il y a quelqu'un qui part en vrille, quoi. Donc pour l'instant, il vire mais là pas, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est Disney, quoi. Donc en termes d'image, ça paraît très très tendu. Ah bah là, l'image elle est morte de toute façon. J'espère pour eux qu'ils vont pas tirer sur la corde. Ok. Puisqu'on est, alors cette info-là, elle date du jour même où on est en train d'en parler, même si on est en train d'enregistrer, on en a déjà parlé pendant le précédent podcast. Le rachat de la 20th Century Fox par Disney. La Fox, la ça y est. 21st Century Fox d'ailleurs. Oui. Donc toute la partie production ciné-télé sont concernées. Donc a priori pas les parties news et sport, sauf les sports régionaux, bon, ni les chaînes. Donc Disney a déjà ESPN et ABC pour tout ce qui est chaîne, notamment sportive et news, donc c'est pas très étonnant. Il y aurait aussi les parts de Fox dans Sky et dans Hulu. Tous les studios de films et de production de films et de programmes télé seraient également concernés. Donc alors, tout ça, tout ce qui intéresse Disney. On parle d'un montant quand même assez astronomique de 60 milliards de dollars. Donc ça, c'est évalué, donc on ne sait pas si ce sera la somme que va payer Disney finalement. Il y avait Comcast qui était aussi sur le coup, mais a priori, pendant un mois où on a eu un peu des rumeurs qui allaient dans tous les sens, aujourd'hui ça semble vraiment s'être cristallisé autour de Disney, donc l'annonce pourrait être faite dès la semaine prochaine. Donc on en parlera peut-être pendant le podcast de Star Wars, puisque ce sera l'occasion d'y revenir rapidement, puisque ce sera un peu hors sujet, mais on pourra tenir les gens au courant de cette façon. On essaiera d'en parler en tout cas plus tard, parce que ça s'annonce très très intéressant. La Fox, c'est quand même un gros morceau. Ah oui, Avatar notamment, on avait fait la liste déjà un peu de toutes les licences qu'il y a, mais il y a un paquet de monde. Je pense qu'il y a encore à dire. Ouais. Et alors, parce que Bob Iger, il achète un peu tout, mais quand il va partir, lui, qui est-ce qui va le remplacer ? C'est en juillet 2019 qu'il part, c'est ça ? C'est ça, donc a priori, son mandat s'arrête en juillet 2019. Donc, on a eu les départs de J.R. Sulu et de Tom Staggs, qui étaient ses prétendants à l'époque, à sa succession, qui n'ont pas forcément plu, notamment au conseil administratif. On pensait beaucoup que Lasseter prendrait la relève. Bon, aujourd'hui, ça paraît compliqué. C'est mort. Ouais. Ça paraît très tendu. De son côté, il y a aussi quelqu'un qui a un très très bon résultat et qui est plutôt positif, puisqu'en ce moment, la Walt Disney Company se porte pas extrêmement bien. Ils se font encore des bénéfices, mais il y a pas mal de divisions qui sont plutôt à la baisse, hein, notamment tout ce qui est ESPN, ABC, tout ça. Et celui qui se porte très bien, par contre, c'est Monsieur Bob Chapek, donc le fameux Bob pour remplacer Bob Iger. Donc il va prendre sa casquette, si je peux me permettre cette blague très amusante, qui est donc le président de la division Parks and Resorts, donc qui nous intéresse tout particulièrement, et qui a un très bon bilan récemment, donc comme je disais, avec notamment les plus de 11 millions de visiteurs pour Shanghai Disney Resort sur la première année, ce qui dépasse les objectifs, et qui aurait déjà dégagé du profit de ce resort, ce qu'on ne peut pas dire autant. Oui, on n'en est pas là. Euro Disney. Clairement, pour effectivement. Bref, le monsieur, donc, il est plutôt bien en vue en ce moment. Semblerait que ce soit le nouveau favori parmi les prétendants. On avait parlé aussi à l'époque de mettre les présidents de Marvel et de Lucasfilm, donc la présidente de Lucasfilm, que pourrait aussi se jouer avec eux. À voir, mais là pour l'instant les investisseurs parient vraiment sur Bob Chapek. Et c'est normal parce que c'est lui qui rapporte du pognon. Merci Éparcurien pour ces news, il y en avait beaucoup cette semaine, on a pris beaucoup de temps pour faire les news et
Maintenant, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, de beaucoup plus dans l'esprit de décembre, dans l'esprit de Noël, et on va chanter C'est Noël. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de Rien que d'y penser. C'est Noël, effectivement, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année et le parc s'est paru de plein de décorations et surtout de plein de spectacles. On a un programme de Noël très très chargé et du coup on va commencer très vite, et par que rien. Oui, on est extrêmement riche le programme, donc on va très vite vous évoquer des choses qui reviennent et sur lesquelles on va pas trop s'attarder. Donc qui était déjà là l'an dernier, c'est ça qu'on veut dire. Oui. Notamment, oui. Chantons la Reine des Neiges, donc le fameux karaoké au Chaparral Theater, qui est toujours aussi top. On connaît par cœur, oui. C'est très bon, c'est très bien, ça va au-delà du karaoké, c'est cool. On a aussi donc Mickey et la magie des lumières de Noël, donc qui est ni plus ni moins que la cérémonie d'illumination, qui se joue sur Main Street et Town Square. Que j'aime beaucoup. C'est très sympa, c'est festif, il y a des chants, il y a de la neige, c'est cool, les lumières vont dans tous les sens, un esprit limite discothèque, c'est très rigolo, surtout quand Minnie manque de se casser la figure. Ah, c'est vrai. Donc il y a aussi le retour de It's a Small World Celebrations, donc certaines poupées ont eu des costumes de fête. Et il y a aussi des chants de Noël dans la bande son. Ça c'est classique aussi, oui. Nouveauté, mais on en parle très rapidement parce qu'on l'a pas vécu à la première personne. Donc le fameux calendrier de l'Avent, donc qui a commencé le 1er décembre, qui est une animation dans laquelle ils choisissent une famille en fait sur Times Square, qu'ils font venir en voiture jusqu'au calendrier de l'Avent qui se situe un peu excentré sur le château sur la gauche. Donc la famille arrive en voiture, elle bouscule tout le monde qui attend devant le calendrier parce qu'il y a un truc marqué là, donc ça fait un peu le bazar. Et donc un cadeau est décerné à l'enfant de la famille, puisqu'il faut forcément qu'il y ait un enfant, par la mère de Main Street, de Disneyland. C'est pas très clair, ça parle de royaume, mais c'est une mère, c'est très étrange. Ok. Petit spectacle un peu fait à la va-vite et sans réflexion. La mère M-A-I-R-E, la mère. La mère, oui, voilà, Maillard, voilà. donc le Mayor. Donc, c'est pas la mère en anglais. Autant mère. Et donc son assistant. Et donc l'enfant tourne donc une espèce de manivelle, ça fait ouvrir le calendrier quand ça marche, sinon c'est la mère qui tire Ah oui, on en est là. Ah oui, c'est effectivement très très à l'arrache, dis donc. Voilà, et donc il y a un petit cadeau, donc souvent c'est un goodies, un repas, un petit truc de Noël, donc un peu cool. Donc ce qui me fait un peu rigoler, c'est qu'il y avait des rumeurs qui disaient que des projets d'investissement de Disneyland Paris pourraient peut-être être dévoilés via ce calendrier de l'Avent. Bon, ça me fait rire très fort. Non, sans doute pas. Bah non. Je les imagine mal dire, et voilà, tu as gagné, Tron, reviens dans 4 ans. Bah non, soyons sérieux. De ce que j'ai vu, par contre, ils gagnent même pas le genre. Ils font gagner des trucs à manger, un petit gâteau. Ça a l'air très très joli et très sympa en plus. Mais ils lui donnent pas. Ils lui donnent un bon pour aller un ticket. chercher. C'est logique. En même temps, tu vas pas te promener genre avec, je sais pas, le burger de Noël. Tu vois, j'en sais rien. Je sais pas. Tu le mets dans un petit truc, tu le trimbales. Tu vois, il vient et puis il y a un chef, il vient, il découvre le truc. C'est vachement classe. Tu vois, un truc un peu plus, un ticket quoi. Non, mais un ticket doré un peu classe. Oui, bon, c'est un beau ticket, pardon. C'est pas un Navigo, c'est ça que tu veux dire, très bien. Bon. Ouais, on devait aller vite, donc. Bon, on l'a pas vu ce truc-là, on l'a pas vu parce que on y est en novembre, donc pas de bol. Mais tu vois, dit que ça a pas l'air foufou, mais bon, ça peut vous amuser. Ça peut. Puis on sait jamais, peut-être qu'ils vont nous annoncer, je sais pas. Mais c'est pas genre le Indiana Jones Adventure. C'est pas genre ce dessert-là, il est disponible pour tout le monde et le gosse il l'a gratuitement. Si, c'est ça. Ah oui, d'accord, donc c'est bien. Oui, donc, et derrière, donc, t'as le maire qui fait un peu la pub du produit, qui fait, vous pouvez le retrouver un peu partout dans le parc. Ouais. Ah, donc c'est vraiment très 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 limite en termes d'animation. Je sais pas pourquoi c'est là. C'est. N'empêche, l'idée d'avoir chaque jour un truc un peu spécifique qui est vendu dans le parc, c'est cool. Non, je pense pas que ce soit indépendant chaque jour en fait. C'est juste un produit de Noël. Je peux me tromper. À voir de toute façon. Je les avais pas vus ailleurs les trucs, mais bon, bref, donc ça c'est pour le calendrier de l'Avent. Il y a la parade aussi qui revient. C'est ça, donc une parade un peu revisitée avec une nouvelle musique
que ma foi fort sympathique. Moi, c'est les musique de parade Disney, pas grand chose à dire dessus. Très classique. Quelques chars ont changé. Il faut quand même rappeler qu'on peut appeler ça une parade, même si on a tendance à appeler les trucs saisonniers des cavalcades, parce que elle est assez longue quand même. Ouais. Donc point positif, elle défile 2 fois par jour, en plus de la Stars on Parade. Là, il y a 6 ou 7 chars, je crois, quoi. Ça déconne pas. Ouais, elle est assez longue, c'est pas des énormes chars non plus. Ils sont un peu en carton. J'ai un peu de mal avec les chars, je suis désolé, j'ai l'impression de voir du carton bouger. Voilà, il y en a des mieux que d'autres en fait. Ouais. Tu sens que ça a été fait un peu à l'arrache, qu'il y en a certains qui viennent de Tokyo, qui ont été refaits. Bon, c'est un peu... Moi j'aime bien quand même. Mais non, c'est cool, vraiment. Enfin, c'est une belle parade. Une très belle animation. Une autre parade. Il y a une musique sympa, les danses, les machins, tout marche très bien. Donc, je veux vraiment pas dire du mal de cette parade. Après, c'est pas le truc qui décroche la mâchoire non plus. On va pas se mentir. C'est pas, en termes d'ambition, on n'est pas la Stars on Parade. Mais c'est mieux qu'une cavalcade. Je veux dire, c'est mieux que les tricycles. Hein, tu vois. Mais c'est ça, il faut. Non, mais les tricycles, c'est pas une cavalcade. Il faut penser ça à une cavalcade plus en fait, plus qu'une parade entre guillemets. Ok. Et si on rentrait sur les vraies nouveautés? C'est ça, donc les vraies nouveautés. On attaque par le très lourd tout de suite ou... Alors, je te suggère de faire ça par parc. On va rester, puisque pour l'instant on est pas mal sur le parc principal. On commence par le parc Disneyland. On va rester sur le parc Disneyland, effectivement, puisque effectivement le parc studio prend une nouvelle dimension cette année sur Noël. Ils accueillent Noël. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a d'autre au parc Disneyland? Il y a des nouveaux trucs. Dis-moi, fais-moi rêver. Moi, je vais parler de un Noël fantastique. Je sais que c'est pas ton spectacle préféré. C'est pas le mien non plus, on va pas se mentir. Mais c'est, à mon sens, un show très très chouette. Il est sympa. Qui a lieu au théâtre du château, donc un endroit plutôt sympathique. Il y a plus ou moins les mêmes décorations, hein, si je ne m'abuse, qui ont été gardées. Il y a peut-être des ajouts. Et il y a des choses qui sont utilisées dans le décor. Il y a le gros sapin, par exemple. Il ne l'était pas auparavant. Oui. À mon avis, il n'était pas là toute l'année. Je peux me tromper. Il y a le espèce de château là qui tourne. Ouais. Et qui, c'est assez difficile à expliquer comme ça, sans image, mais il y a le décor tourne en fait, et des personnages rentrent par là. Il me semble que c'était pas très utilisé, voire pas du tout, dans les 2 shows des 25 ans. C'était vite fait utilisé, ouais. C'était pour les entrées, etc. Là, Stitch, il passe son temps dedans, quoi. Ouais, donc c'est assez cool. La mise en scène est assez dynamique, ça bouge tout le temps, les chansons s'enchaînent bien. Après, c'est pas non plus ultra ambitieux. Il y a peut-être 6 ou 7 personnages et autant de danseurs. J'ai trouvé qu'effectivement le show il était un peu cheap à ce niveau-là, mais tu vois après coup tu dis que je l'aime pas beaucoup. En vrai, si, j'ai bien aimé quand même. C'est juste que c'est le petit spectacle sympa, voilà. Parce que à mon sens, il y a quand même une mise en scène intéressante. Le délire, c'est de faire découvrir Noël et les fêtes de fin d'année à Stitch, qui va évidemment tout mal interpréter, revoir à sa sauce. Donc on a un côté reprise un peu rock, un peu des références évidemment à Elvis comme toujours avec Stitch, avec le surf, tout ça. Donc c'est à mon sens très cool et c'est vraiment un show que je trouve agréable et très très chouette pour cet endroit-là. Chouette. Allez le voir, oui. Après, c'est pas extrêmement ambitieux, on est d'accord, mais c'est un bon show. Ouais, et puis ça prend 15 minutes, pas plus. Je veux dire, c'est ça dure une quinzaine de minutes. C'est sympa, quoi. C'est sympa à faire. Bon, il fait un peu froid parce que c'est dehors, mais ça se passe. Si vous avez froid d'ailleurs, est-ce que tu as un spectacle en intérieur que tu conseilles? Ah mais oui, et c'est un peu, je pense, le coup de cœur de tout le monde. Je suis assez d'accord. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se lâche là-dessus. Même nos amis de chez Disneyland Paris se lâchent là-dessus eux-mêmes. Et ne croyez pas à un truc aussi ouf. Donc le Big Band de Noël de Mickey, qui se situe à Vidéopolis. Qui se situe à Vidéopolis. C'est ça. À Discoveryland, là où il y avait eu le Roi Lion à une époque fort reculée maintenant. Oui, là, on passerait plutôt à la Jedi Training Academy pour le coup. Oui, effectivement, merci. Un peu plus, actuel. Hein. Donc, ce qui est vraiment marquant en fait sur ce spectacle, c'est que déjà il dure 25 minutes, donc c'est du bon spectacle. C'est vrai. Et surtout, à mon sens, ce qui choque, c'est qu'il y a presque pas d'histoire en fait, voire pas du tout. Hein, il me semble pas qu'il y ait d'histoire en fait. Non, vite fait, ils disent on va fêter Noël et puis c'est parti et les personnages s'enchaînent. Et c'est tout. Donc là, voilà. Donc c'est un show qui, du coup, dans sa structure, met moins en avant les personnages. Il y en a 2 ou 3. Il y a Mickey, Minnie, Dingo. C'est ça, on est d'accord. Par contre, le focus est donc absolument mis sur la musique, avec 3 ou 4 chanteurs live. Il me semble que c'est 3, encore une fois. Je crois que c'est 4 même. Ouais, c'est peut-être 4, hein, ouais. Et donc tout un orchestre derrière, avec beaucoup de vent notamment, puisque ce sont surtout des accents jazzy, donc le fameux esprit un peu big band, un peu début du XXe siècle, on imagine ça.
Donc c'est quelque chose de vraiment très très axé sur la musique, ce qui n'est pas habituel à Disneyland Paris, finalement, du moins pas avec une telle envergure. Et c'est assez chouette en fait parce spectacle. que il y a beaucoup d'énergie dans ce truc là. Vous avez l'orchestre qui est sur scène constamment, donc qui va nous amener de la musique en live et ça marche super bien. Et vous allez avoir un numéro de claquettes, vous allez avoir Mickey et Minnie qui vont danser, qui vont chanter, qui vont jouer des instruments. Même on se retrouve avec Mickey à la batterie à un moment donné, c'est vachement ça c'est assez fou, c'est quoi, vraiment c'est chouette. Dingo, etc. Et tout s'enchaîne super bien en fait. Le truc est vraiment, en termes de mise en scène, il est monté à la perfection. On était placé un peu excentré et ça nous a absolument pas posé de problème. On a vraiment super bien profité du truc. Il y a les écrans géants qui sont là et tout. Non, c'est vraiment le gros coup de cœur. J'ai adoré ce spectacle. Ouais, il y a l'orchestre, il y a une quinzaine de musiciens, donc c'est vraiment cool. Pareil, à peu près autant de danseurs, peut-être un peu moins. Ouais. Et ce qui est très très bien aussi dans ce spectacle, à mon sens, c'est que la salle étant petite, ce qui peut être un peu gênant, donc il faut pas trop tarder, il faut essayer de s'y prendre à l'avance pour y aller. Ouais. Mais le côté positif, en fait, c'est qu'il y a une proximité. Vous êtes vraiment juste à côté de la scène, un peu peu importe où vous êtes dans la salle. Et ça fait un peu show privé, c'est rigolo. C'est ça, et c'est très très cool. Ça aide vraiment à mettre l'ambiance. Ça bouge dans tous les sens, c'est très punchy. Et ouais, il y a un côté presque adulte où j'ai envie de dire, les enfants risquent peut-être pas de s'ennuyer, mais ça va pas les captiver. Je sais pas, il y a Mickey et Minnie tout le temps sur scène aussi. Hein. Ouais, mais t'as que ça, et ils parlent pas beaucoup, tu vois, enfin... C'est bien, mais je pense que c'est un show un peu plus... qui vise peut-être une cible un peu plus adulte qu'à l'accoutumée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est en soi très très cool, hein, mais... Après, il y a un Noël Fantastic qui est plus dans la lignée pour les plus jeunes. Oui, non, mais c'est bien d'avoir des compagnies. Mais vraiment, le Big Band, si vous allez à Disneyland Paris pendant la période de Noël, allez le voir, parce que c'est vraiment le truc à voir. Pas manqué, je pense qu'il n'y a pas une personne qui va vous dire du mal de ce truc dans la communauté Disney, j'ai pas vu, du moins. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est rare. C'est rare. Est-ce qu'on change de parc ? Ouais, je pense qu'on va changer de parc. Allez, on change de parc. Donc effectivement, c'était annoncé, on en parlait déjà. Ça y est, Noël arrive dans les Walt Disney Studios et ça fait plaisir. Alors en termes de décoration, on va pas se mentir, c'est pas non plus la panacée. C'est un peu la même chose que les années précédentes où il y avait déjà eu quelques petites décos à droite à gauche. Mais c'est le problème de ce parc, c'est que pour l'habiller, va habiller la Corée du Nord avec 3 guirlandes. Ce sera toujours la Corée du Nord. Ouais, puis ça fait puis même les 3 guirlandes, ça fait très comment dire, ville. Très enfin tu te crois pas, t'as pas l'impression d'être dans un parc d'attractions, quoi. Il y a rien de bluffant. C'est les guirlandes que tu pourrais avoir dans n'importe quelle ville, des trucs qui sont accrochés aux lampadaires, quoi. Donc c'est ça, quoi. Voilà, pas plus que ça. Bref, mais ne disons pas du mal tout de suite, on a quand même des shows qui arrivent et ça c'est cool. On a notamment Fais ton Noël en chanson sur la scène, donc. Oui, donc la scène de la place des stars. Est-ce que je peux dire du mal maintenant ou alors Ouais, de toute façon. Alors, on a un peu teasé sur le compte Twitter, si vous voulez aller voir, rien que d'y penser, parce que on l'a mis le spectacle sur le compte Twitter et on a ma réaction. Sur YouTube surtout. Sur YouTube, oui, pardon. Et on n'a pas trop aimé, hein. Non, on va pas se mentir. D'ailleurs, le show dure une quinzaine de minutes, celui-là aussi, donc encore un show un peu court. Et je l'ai trouvé long, moi, pourtant. Ouais, c'est ce que je me disais aussi en cherchant. Je me vous êtes sûr ouais, j'ai vérifié. Oui, ça dure bien une quinzaine de minutes. Donc la particularité, c'est que c'est un show centré sur les nouvelles technologies, donc qui profite à fond de l'écran derrière la scène, notamment avant le spectacle. En fait, ils annoncent les temps d'attente via des pseudo-conversations SMS, en fait. Oui. J'avais oublié. Donc ça, pour moi, ça insuffle tout le ton du spectacle en fait qu'on va avoir après. Et ouais, et en fait, tout est basé là-dessus. Ils ont tous des portables, ils vont se prendre en photo, vous allez avoir des selfies, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que le spectacle, vous allez avoir, en fait, vous avez une liste d'applications qui apparaissent sur le grand écran, et on va lancer des karaokés comme ça. Et tout le monde va être invité à chanter avec les personnages qui sont sur scène, donc Mickey, Minnie, Dingo, qui sont sur scène avec des castes qui chantent, qui dansent, etc. Et tout est basé autour de ça, donc plein de chansons qui s'enchaînent. Alors, on va attaquer tout de suite les problèmes pour pas perdre de temps. Donc moi, ce que j'ai ressenti en fait en regardant ce spectacle, c'est que t'avais l'impression que Disney essayait de parler aux jeunes. Ouais. Et tu vois, genre comme ton père essaierait de parler à, je sais pas, à ton fils, tu vois. Un truc, un côté. Ouais, le côté. Ça essaye. Le côté, j'essaie sur Facebook, t'as mis un like, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est le côté un peu.
Ouais, mais en fait, et le problème qu'on a, c'est que c'est un peu gênant. C'est un peu. C'est très gênant, quoi. Ça fait très Kev Adams sur les bords, tu vois. Ah, tiens, boum, gratuit, ça fait le deuxième, ça vient. Oui, il est parti tout seul. Mais ouais, c'est un vrai problème. L'autre souci, c'est que le public est absolument pas réceptif. Pour une raison qui est toute bête, toutes les chansons sont en anglais. Alors, oui, donc ça axe vraiment sur le côté karaoké, donc comme le chanton La Reine des Neiges finalement, mais oui, comme tu dis, toutes les chansons sont en anglais, donc Jingle Bells en anglais, machin en anglais, il y a peut-être 2-3 Vive le vent d'hiver qui se baladent. Non, même pas, tout est en anglais, véritablement, j'ai fait gaffe à ça. Et bah c'est dommage, parce que autant oui, il y a des anglophones dans le parc et c'est très bien qu'il y ait de l'anglais, mais pas tout, parce que là pour le coup, on s'est retrouvé au milieu d'un public qui ne chantait pas du tout. Alors je ne sais pas si dans d'autres représentations ça chante, mais j'ai pas l'impression. Il y avait même une petite chanson en espagnol, mais pas. Oui, c'est vrai. Bah pourquoi pas. Ça, j'ai rien contre. Navidad des familles. Ça, j'ai rien contre. C'est très bien même. Mais après, c'est pas mon seul souci. Et à mon sens, si les gens ne chantent pas, c'est pas juste un problème de langue. C'est aussi lié à la mise en scène extrêmement plate, parce qu'elle repose uniquement sur l'écran qu'il y a derrière. À part ça, vous avez rien. Peut-être qu'ils soulèvent des cadeaux à un moment, c'est tout. Oui, vous avez quelques props. Ouais, mais c'est 3 fois rien, quoi. D'ailleurs, je voudrais faire un point à un moment donné sur le nombre de personnages qu'on voit soulever un cadeau à un moment donné. Si on fait tous les spectacles, je vous annonce qu'ils en trouvent un paquet. Attention la bague. Vous avez donc un seul présentateur aussi, ce qui est pas forcément habituel. D'habitude, on a au moins 2. Un seul mec. 2, t'es sûr de ça ? Non, il y en a qu'un. Ah bon. Et enfin, il y a vraiment ce souci de. T'as l'impression qu'il y a des gens qui arrivent, qui vont sur scène, qui font leur truc. T'es là, tu regardes, il y a un écran derrière avec des décors en plus très minimalistes. Hein. C'est pas comme s'ils avaient des belles illustrations derrière. C'est qu'il y a un côté limite avoir une application iPhone à 2 balles. Oui, c'est ça. C'est derrière, des petites animations plates, quoi. Sapins, très en flat design comme ça. Ouais, c'est ça. Et t'es là, tu fais mais je sais pas où je suis, quoi. J'ai l'impression de pouvoir être dans une ville lambda où ils auraient pu faire autant, quoi. Non, vraiment. Pas à Disney, quoi. Vraiment, pour le coup. L'illumination des sapins, allez voir ça parce que là pour le coup ça chante en français et en anglais. Mickey et la vous avez lumières, vous avez le décor qui est idéal, vous avez tout ce qu'il faut. Allez voir ça, laissez tomber Fais ton Noël en chanson, vraiment. Et vous allez chanter Petit Papa Noël devant le sapin, tout le monde va reprendre en chœur et ça va être chouette. Et vous allez avoir la neige qui tombe et vous allez avoir les lumières et vous allez avoir tout ce qu'il faut. Allez pas voir Fais ton Noël en chanson, vraiment. Et pourtant il y a moins de performers, je pense, dans l'illumination. Comme quoi tout n'est pas une question de quantité. C'est pas une question non, c'est une question de cadre et puis une question de mise en scène et d'énergie, quoi. C'est ça, tout simplement. Bon, on arrête là sur ça, on va pas non plus tirer sur l'ambulance. Le gros truc qui est mis en avant pendant cette saison de Noël, c'est l'incroyable Noël de Dingo. Là, on passe aux choses sérieuses. C'est le show nocturne qui est donc projeté toujours au parc Walt Disney Studios sur la Tour de la Terreur. Donc effectivement projeté sur la Tour de la Terreur, mais à mon sens ça va même au-delà de ça puisque c'est tout qui sert de projection. Donc vous avez la Tour de la Terreur, la terrasse Perrier, hein, la fameuse, la scène avec l'écran, et donc même tout autour vous avez des lasers projetés un peu dans tous les sens. Sur les façades de Cinémagique, tout autour de la place des Stars. Donc c'est un peu le buzzword en ce moment chez Disney, mais donc le côté 360 degrés, c'est vrai. Qui est encore une fois mis en avant. Donc moi je vais en parler, mais tu vas me dire que je suis dur. J'aime bien ce show. Il y a point positif. Allez, on va attaquer sur des points positifs. Il y a le mapping sur la Tour de la Terreur. La Tour de la Terreur a pas mal de mapping, donc des projections et des effets 3D donc sur la Tour de la Terreur pour donner des impressions de profondeur et de changement de forme finalement de la tour. C'est ça, donc pour donner une idée, vous allez avoir la tour qui va avoir des guirlandes d'un coup, ou alors de la neige, ou alors même des transformations, des machins. C'est vachement chouette de ce côté-là, effectivement. C'est ça le mapping. C'est ça, donc on a ce côté très cool. À mon sens, le côté négatif, côté projection, c'est qu'il y en a pas tant que ça. Finalement, c'est beaucoup des écrans fixes ou des mêmes. Vous avez une illustration sur la Tour de la Terreur qui va être magnifique en mapping et elle va rester finalement 2-3 minutes. Après, il faudra regarder sur la scène où c'est finalement vraiment là où ça se passe, quoi. Sur la scène avec les personnages et l'écran en fond. Ouais, c'est plus de l'illustration, c'est ça que tu veux dire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est finalement un fond. Vous avez un petit peu de pyrotechnie, vraiment pas beaucoup. À la fin, sur la fin, ça s'énerve un petit peu, mais sinon tout le long, enfin, t'as vraiment 3 fois rien, quoi. T'en as un petit peu, mais voilà, c'est vraiment encore une fois plus dans le délire d'habillage et de cadre que le cœur du spectacle, quoi. Et donc le cœur du spectacle est finalement plus sur la scène.
Et alors sur la scène, vous avez Mickey, Minnie, Dingo et le Père Noël, parce qu'il fallait bien en rajouter un, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu toujours les mêmes, qui font des danses, qui font des chants et avec une petite histoire. C'est ça, donc c'est un peu finalement fêtant Noël en chanson, ce que ça aurait dû être, quoi, ce qui se passe sur scène, parce que c'est assez punchy, il y a pas mal de costumes un peu différents, vous avez Mickey en casse-noisette et compagnie, donc c'est très cool à ce niveau-là. Ouais, alors donc toi finalement t'as pas trop aimé ce spectacle. Si, j'ai bien aimé, mais c'est juste qu'il y a eu un emballement généralisé dessus qui me dépasse un petit peu. Alors, je trouve très joli, effectivement, il y a du mapping, ce qui est cool, on en a très peu dans l'illumination. Donc là on en a, c'est super chouette. Mais au-delà de ça, enfin, je ne m'ai pas décroché la mâchoire, tu vois ce que je veux dire? C'est marrant, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est là où les gens ont globalement beaucoup aimé, c'est moi qui... Mais t'as le droit d'être aigri, c'est pas grave. Mais non, ce qui est pas mal, je trouve, c'est que t'as vraiment des choses à regarder dans tous les sens. Vous allez avoir le Père Noël qui va apparaître sur une façade, vous allez avoir des effets laser, la pyrotechnie en même temps, plus ça danse et ça chante sur la scène, plus... Enfin... On est vraiment plongé au cœur de l'action. Alors, au cœur entre guillemets, hein, c'est 360 degrés vite fait, on faut pas non plus déconner. Ça aussi, c'est un autre buzzword, le au cœur de l'action, le fameux. C'est vrai, je reprends la pub. Je pense ils doivent en parler de ça tous les jours. Ah, je me sens au cœur de l'action aujourd'hui. Au niveau des castes. Quand tu prends ton petit gobelet d'eau. Mais ouais, je trouve que t'es dur un peu parce que on rappelle que c'est un show qui dure un mois. Et je trouve que pour un show qui dure un mois, il y a quand même vachement d'envergure dans ce truc-là, quoi. Oui, non, mais à ce niveau-là, on est d'accord. Moi, je me rappelle du Dreams de Noël qui était dégueulasse. Tu vois, là, je suis content. Non, mais le Dreams de Noël avait aussi une envergure peut-être même plus forte parce qu'il était plus long. On rappelle que ce show donc dure une quinzaine de minutes, ce qui est finalement assez court pour un show nocturne. Bon, ça reste très bien, hein, mais surtout de Noël, il était trop de nuit et dans le froid, quoi. Mais pour moi, mon truc, c'est que c'est vendu comme un show de projection. Finalement, si tu regardes, tout ça, c'est un peu du cadre. C'est bien, c'est très bien, c'est très joli, oui. Pas de problème. Mais ça reste, à mon sens, plus un show scénique avec des trucs autour, tu vois. Ah, je te trouve vraiment dur. Après, en soi, je suis pas dur. J'aime bien ce spectacle. C'est un bon spectacle. Mais c'est pas je sais pas, tu vois, c'est pas le Big Band de Noël, c'est pas le truc qui te dit, ah ouais, c'est ça, quoi. Alors, c'est très cool. Et quand on vient, d'où on vient pour les Walt Disney Studios, c'est extrêmement cool. Ouais. Ok. Bon, on en reste là pour ce spectacle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Toi, tu as aimé, mais sans plus. On a bien compris l'idée. Notre coup de cœur, finalement, c'est surtout le Big Band de Noël. On est d'accord sur ça, hein. Le Big Band de Mickey, je veux clairement. dire, qui était vraiment cool. Je rajouterais même sur la saison de Noël en général, parce que là, on a donc détaillé les trucs. Alors, on a bilan de la saison. Le chanton La Reine des Neiges, mais à mon sens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont fait l'inverse de Halloween, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été ultra innovants, ultra surprenants au niveau des décos et des thèmes abordés. Ouais. À part peut-être le Big Band, mais c'est plus dans les spectacles. Ouais. Mais au niveau des spectacles, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est très très complet. Mais alors, il y a énormément de choses de qualité, quoi. C'est bien simple. À acheter, hein. On est allé à Disney, c'était un samedi si je dis pas de bêtises. Non, c'était un lundi. Je sais pas. Non, pas du tout. On est allé un lundi de novembre et de 10h à 19h, je crois c'était la fermeture. On a fait quasiment que des spectacles. Alors on a mis un Mickey et le magicien au milieu. Mais vous pouvez vous faire un marathon des spectacles. Nous, on voulait tout voir. Et entre les deux... Alors là, on n'a pas fait en plus la parade de 17h, mais entre les deux parades, le chanton La Reine des Neiges, qu'on n'a pas refait parce que c'était pas la peine, les nouveaux spectacles de Noël dans les deux parcs, etc. Vous avez pléthore de trucs à faire si on ajoute les meet and greet, etc. La saison de Noël, pour le coup, vraiment à Disney. Tout se vaut peut-être pas, mais vraiment dans l'ensemble, c'est quand même c'est sur un plan qualitatif, c'est quand même très très haut. Ouais. Les seuls bémols à vraiment souligner, c'est ce fameux calendrier de l'Avent qui en soi est une petite animation, c'est pas fou donc c'est pas grave, ça fera plaisir à l'enfant qui aura un cadeau. Et fais ton Noël en chanson où là c'est vraiment fais ton Noël en chanson où là c'est vraiment problématique, mais tout le reste est quand même de qualité. Il y a pas à dire. Non, j'ai pas souvenir d'un programme aussi riche
et aussi qualitatif dans un Disneyland Paris. Alors le petit fun fact, je le mets parce que ça m'amuse, c'est que vous avez matière à vous faire un marathon Mickey. Alors je sais pas s'il y en a qui ont visité le parc il y a 4-5 ans, mais où il y avait, pour voir des spectacles avec des personnages ou des choses comme ça, c'était un peu compliqué, on n'en voyait pas forcément beaucoup. Cette année, à Noël... On peut voir Mickey une dizaine de fois assez facilement. Mickey, mais vraiment, vous pouvez vous faire un marathon. Le matin, vous faites le Big Band et la parade de Noël. Vous refaites la parade l'après-midi. Vous vous faites Chantons Noël parce qu'il est là. Vous faites les 2 spectacles des studios, finalement. Pour peu que vous ajoutiez Mickey le magicien comme nous on a fait, plus la parade de l'après-midi, plus éventuellement... Bon, il apparaît dans l'illumination, mais pas en vrai. Vous avez l'apparition, l'illumination du sapin. Vous avez, quand il vous dit au revoir, pour le peu que vous allez le voir en Mickey, vous l'avez mais tout le temps sur le dos. Il est là partout, Mickey. Il n'y a aucun problème. C'est ça. Donc, alors pourquoi pas, hein, mais c'est vrai qu'on se demande comment il fait pour être partout à la fois. Donc c'est vrai que c'est vraiment très cool ce qu'ils ont fait cette année. Et ouais, ça souligne vraiment le côté très très riche en animation. On peut peut-être reprocher un certain classicisme sur 2-3 choses, mais à mon sens ce serait pas justifié, parce qu'il y a quand même pas mal de choses différentes, même je répète, hein, le Noël Fantastic, qui à mon sens est un très bon show différent, qui lui aussi finalement reprend Noël, mais dans un contexte un peu différent. Vous avez le délire un petit peu rock, machin. Vous avez le Big Band dans un style complètement jazz, et là encore très différent de l'esprit Disney habituel, avec vraiment le focus sur la musique. Vous avez la Reine des Neiges qui est là et qui est un très bon show, encore une fois, hein, rappelons-le, qui est peut-être pas exceptionnel en termes d'envergure, mais qui non, ça marche, ça a fait ses preuves depuis longtemps maintenant. C'est quand même très très bien là, quoi, et ça plaît, quoi, et même à nous ça plaît, quoi. Bref, cette saison de Noël, on approuve. Ouais, mais carrément, quoi. Pour qu'ils foncent. Et pour l'année prochaine, s'ils veulent faire quelque chose d'un peu différent, qu'ils bossent sur la déco, notamment Walt Disney Studios, et peut-être qu'ils revoient les spectacles de jour. Ouais, éventuellement, il y a peut-être 2-3 trucs à revoir, mais vraiment, là, ils peuvent conserver la plupart de ce qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment cool. Chapeau Disney. Voilà pour cette saison de Noël, et on va rester sur les choses qui nous plaisent, puisque maintenant, on va parler ciné, on va parler Coco. En voiture, quittons Disneyland Paris pour découvrir le monde de Disney. Me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Le nouveau Pixar, il est arrivé, il est là, c'est Coco. Alors, un peu plus tard que le Beaujolais. Oui, le Coco nouveau est arrivé. Donc Coco, c'est un film qui est sorti donc il y a une semaine au moment où le podcast est sorti, donc c'est-à-dire quelque chose comme le 30 novembre, quelque chose comme ça. Il a été réalisé par Lee Unkrich. Les scénaristes ce sont, puisque tu m'as demandé de rappeler les scénaristes, alors je rappelle les scénaristes, je suis un grand garçon, Adrian Molina et Matthew Aldrich. On est sur les gens, genre le réalisateur c'est celui qui a fait les 3 Toy Story, c'est celui qui a fait Cars, etc. Donc on est sur... Je pense que c'est plus ce qui intéresse les gens. On est sur du vrai bon Pixar, je veux dire, hein. On est sur des gens qui savent faire, et ça se voit. Clairement on a aimé, je pense que sur ça on est d'accord. Oui, on a rien à redire là-dessus. C'était pour moi du très 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 grand Pixar. Je me demande si c'est pas un de mes Pixar préférés. Je commence à dire ça assez souvent ces derniers temps. Le problème c'est qu'on dit souvent que c'est notre Pixar préféré quand on ressort d'un Pixar, donc c'est chiant. Parce que ouais, non mais là je comprends pas, parce que je suis pas forcément ultra fan de Pixar. Bon, je suis pas allé voir Cars 3 parce que j'avais autre chose à faire dans la vie. Mais entre Coco, Le Monde de Dory et Inside Out, là sur ces dernières années, ils m'ont mis 3 bonnes claques. Alors le monde de Dory c'est marrant parce qu'il était un peu moins, j'ai moins aimé d'une certaine. Bon bref. Je le mettrais un petit peu en dessous, mais ça reste à mon sens parmi ce qui se fait de mieux chez Pixar. Ouais. Après comme je dis, je suis pas un très grand fan de Pixar. J'ai notamment beaucoup de problèmes avec ceux que les gens préfèrent, notamment Là-haut, qui est à mon sens impacté par ce problème de rythme, avec un côté, c'est très bien au début et ça devient un peu truc pour enfants partir du tiers finalement, mais oui, sinon effectivement là Coco, à mon sens, on a l'impression, moi je le ressens comme ça, que Pixar rencontre les studios Disney.
dans plusieurs délires, c'est que après Rebelle finalement, qui avait déjà un petit peu attaqué en mettant des chansons à droite à gauche, là on a aujourd'hui donc le thème d'un petit enfant mexicain qui rêve donc de faire de la musique, mais sa famille, Miguel, oui, mais sa famille ne le veut pas parce que son arrière-grand-père, si je ne m'abuse, les a quittés donc son arrière-arrière-grand-mère et son arrière-grand-mère alors très jeune pour sa carrière musicale et qui n'est jamais revenu. Donc depuis ce temps, la musique est un peu bannie, ce qui est étrange au Mexique, qui est quand même un pays très très festif là-dessus. Bah effectivement, donc on se retrouve avec une famille qui bannit complètement la musique parce que ce type les a lâchés et qui s'est complètement est parti dans une complètement autre direction parce qu'à un moment donné il fallait vivre, il fallait manger et donc ils créent des chaussures. Donc là on a ils sont cordonniers, c'est ça. Ils sont cordonniers, c'est ça. Et donc la famille Rivera, qui est spécialiste des chaussures, qui vit au milieu du Mexique où il y a de la musique partout. Mais alors le problème c'est que dès que t'as trois chanteurs qui passent, trois mariachis qui passent devant la maison, ils se font engueuler, pas de musique, et ils se font virer à coups de pied dans le train. C'est assez rigolo à voir. La grand-mère de Miguel est très drôle. C'est peut-être l'un des meilleurs personnages du film. Et donc on part de ça, et le problème c'est que Miguel, lui, il adore la musique et il va tenter. Il aimerait bien en faire sa vie finalement, et il a notamment une idole qui s'appelle Ernesto de la Cruz. De la Cruz. Et il va vouloir lui ressembler, sauf que très vite il va se retrouver emmêlé dans une histoire de malédiction familiale qui va l'emmener dans le monde des morts, le jour des morts justement. Donc la fameuse journée festive où on célèbre les morts et on leur donne des offrandes pour qu'ils reviennent et qu'ils dégustent donc ces offrandes. Au Mexique, donc ce côté très très festif finalement dans ce qui est l'équivalent finalement de notre Toussaint ou d'Halloween si on veut. C'est ça. Mais un côté plus festif, c'est beaucoup plus festif, ancestral, traditionnel et respectueux. C'est un côté vraiment toute la famille se retrouve pour parler de ses ancêtres, et l'idée c'est que les ancêtres ils peuvent revenir et ils peuvent voir la famille grâce à ça. Et alors toute l'histoire s'articule autour de ça, bien entendu on ne va pas spoiler. Ce qui revient, évidemment quand on parle de thèmes de ce genre, on s'y attend un petit peu, mais pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est ressenti, c'est à la bouche de tout le monde quand ils sortent d'une séance, c'est l'émotion que procure ce film. Vous sortez de ce film, il est assez bouleversant d'une certaine façon. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il fait bader, quoi. Il peut vraiment faire réfléchir. Il peut faire bader un peu, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce qui m'a choqué, en fait, ce qui m'a surpris vraiment étonnamment, c'est que autant le film est extrêmement émouvant, autant j'ai pas l'impression qu'il soit traumatisant. Non, il est pas triste. Il y a des films. Ah, il est triste. C'est pas triste parce que. Ah, si. Il y a des trucs pas tristes et des trucs joyeux. Il y a des trucs très tristes. Il y a des trucs qui sont tristes dedans. Je suis entièrement d'accord. Mais ce que je veux dire. Je pense notamment à une scène au milieu avec un personnage donc qui donne sa guitare. Ah oui, non mais tout à fait. Oui, ça c'est une scène très triste. Poignant, d'accord. T'es là et tu te sens pas bien, quoi. Mais d'une certaine façon, la façon dont c'est fait, c'est plus fait comme un hommage global à nos ancêtres. Et au fait qu'il faut pas les oublier, et au fait que cette fête de la mort c'est quelque chose qui est hyper bien, et c'est un peu un hommage aussi au Mexique d'ailleurs d'une certaine façon. On en reparlera peut-être plus tard, mais là-bas clairement il y a ce côté jour de la mort, glorification du jour de la mort, qui est présent du début à la fin. Alors moi je me souviens que quand c'est un peu la fête ça. Tous les ans, je voyais le jour de la mort, et là cette année, je l'ai vu au cinéma, et il y a un truc. C'est-à-dire que là, il dégage vraiment, on sent vraiment l'esprit, le côté révérencieux envers ses ancêtres, respectueux, finalement un peu découverte aussi de ses ancêtres. Je sais pas si très mexicain pour le coup, mais c'est un des thèmes du film. Ouais. Mais de l'histoire de sa famille, tout ça. Et du coup, j'arrive pas à me dire que c'est triste si tu veux, parce que tout est tellement joyeux. Vous avez la musique mexicaine constamment sur la tronche, et ils sont là pour faire la fête tous, quoi. Quel que soit ce qui se passe, à la fin ils font la fête, et ça c'est beau. Oui, c'est joyeux et triste à la fois en fait. C'est un peu côté douce amère, mais je sais pas. Oui. Et je suis d'accord. Et alors du coup en fin de séance, je regarde un peu autour de moi et j'ai vu 4 personnes en train de péniblement essayer de se lever en faisant genre ils ont pas pleuré. Et donc c'est assez drôle. Il y en avait une qui était juste à côté de moi, que c'est triste, qui était un peu en train de se planquer sur son mari, en train de chercher un mouchoir désespérément. Mais ils étaient pas tristes, ils avaient le sourire.
Mais effectivement, ça les avait touchés. Et c'est ça le truc c'est que ça touche les gens. Je maintiens que c'est pas forcément triste, mais ça touche. Et ça, c'est bon. Et je pense à mon sens que, en rapport au fait des ancêtres, tout ça, je pense que ça peut toucher davantage les adultes que traumatiser les enfants. Je maintiens ce côté-là, oui. Où c'est même pas si Bambi, la mort est pas, omniprésente c'est pas dans le film, Lion, finalement, c'est ça, il y a moins ce côté choquant, tu vois. Mm. Il y a plus le côté, c'est finalement l'ordre des choses. Mais c'est fait avec beaucoup de justesse d'une certaine façon. C'est fait avec beaucoup d'attention justement à ne pas que ça vire dans le pathos comme on dit. Ouais. Et ça, je sais que toi tu reproches un. Oui, excuse-moi. Vas-y. Et ça, c'est un truc que je pense on peut porter au crédit de Pixar. Alors oui, effectivement, je devine de quoi tu veux que je parle. J'ai un petit problème qui commence à naître vis-à-vis de Pixar. C'est au niveau des scénarios qui sont un peu toujours les mêmes. Et le problème que j'ai, c'est que au moment où on voit l'intro, j'ai compris le film. Mais à l'intro, quoi. Alors, à une ou deux subtilités près, mais le film, vous l'aviez, quoi. Et je pense vraiment qu'il est ultra prévisible sur plein d'aspects. Et en fait, c'est un peu un problème de Pixar parce qu'ils ont tendance à suivre un peu le même cheminement tout le temps au niveau de leur scénario. Et je pense qu'ils auraient beaucoup à apprendre de ceux qui ont fait les scénarios de Zootopie notamment. Je suis pas ultra d'accord sur ça. Pour moi, il y a un truc qui est effectivement assez prévisible, mais ensuite ça change un petit peu, ça développe un peu son propre schéma, j'ai envie de dire. Je te dis pas que j'ai pas été surpris. Le film surprend sur plein d'aspects. Il y a plein de trucs qui sont géniaux, mais ce que je veux dire, c'est que la trame globale, vous l'avez, quoi. Et c'est chiant. À ce niveau-là, c'est chiant parce que c'est un peu toujours. Le personnage, il a un but et on voit tout de suite qu'est-ce qui va l'empêcher d'atteindre son but et on devine tout de suite qu'est-ce qu'il va devoir faire pour que le but soit atteint. Et à partir de là, je sais pas, c'est trop simple en fait. D'une certaine façon. Ouais, je sais pas. Ça me paraît un peu dur comme critique. C'est quelque chose qui me gêne. C'est pas tant une critique que quelque chose sur lequel je me dis Pixar peut s'améliorer. En fait, il y a un truc un peu compliqué, c'est que si tu veux faire quelque chose de plus complexe ou de moins linéaire, tu vas ne pas pouvoir en fait faire tous les à côté qu'il y a dans ce film, parce que c'est ce qui fait la magie de ce film, ouais. C'est que au-delà de l'histoire principale, il y a beaucoup de choses qui sont abordées, qui sont finalement pas tout à fait en rapport direct avec le but de Miguel, qui est un peu le fil rouge. Ouais. Et finalement, c'est tout ce qui se développe autour qui est vraiment intéressant notamment pour, je pense, les adultes. Oui, c'est pas faux, effectivement. Et à mon sens, si complexifier trop le scénario, ça risque de perdre un peu. Faut pas oublier que Pixar et Disney, un des publics principaux, ça reste les enfants malgré tout. Oui, non, mais bien sûr. Mais énormément de choses à côté et parler de choses très intelligentes. Je sais pas, je trouve qu'il y aura toujours quand même ce public. Je trouve que La Reine des Neiges nous surprend, je trouve que Zootopie nous surprend, je trouve que Pixar n'arrive pas à nous surprendre dans son histoire. Et je pense que c'est vraiment, ça manque pas grand chose, quoi. C'est juste peut-être essayer de trouver des trucs un peu moins. Quand t'écris ton intro, et ben t'écris la fin, quoi, d'une certaine façon. Et là, il y a peut-être moyen. On va pas faire 3 heures là-dessus. Je tenais à mettre un pouce en l'air vis-à-vis de Pépita, qui est le personnage le plus adorable et le plus flippant du cinéma, je pense. Cette espèce d'énorme chat multicolore. Il est génial. Il est particulier. Je sais pas. Après, c'est parce que c'est un chat, donc je pense que peut-être. Ça te touche plus. Peut-être, mais il est génial. Il est énorme et adorable et flippant, mais quand même adorable par-dessus. J'ai presque envie de mettre un bémol sur Dante. Il y en a qui aiment beaucoup Dante. Parce je sais pas, je trouve que ça fait vraiment très sidekick DreamWorks classique entre guillemets. non, pas peut-être pas non plus. Non, ouais, un petit peu, mais ça va, il est un pas peu relou parfois, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, un petit peu. Bon, après, il apporte quelque chose, je trouve. Là-dessus. Mais... Au niveau des décors, on est d'accord pour dire que c'est une tuerie monstrueuse. Ah, c'est assez incroyable. Moi, j'ai un petit truc à apporter là-dessus, c'est que j'ai fait l'expérience en réalité virtuelle du film. Ouais. Donc d'ailleurs je l'ai fait sur YouTube, si vous voulez la voir, youtube.rienquedipenser.com. Subtil. Et le point très intéressant, c'est que j'ai vu donc les décors avant le film, et j'avais déjà pris une claque, tu vois, déjà à ce niveau-là. Et après le film, j'ai eu envie d'y retourner, tu vois. Ce côté vraiment où oui, c'est extrêmement beau.
et l'univers est crédible. Donc en fait, ce qui est vraiment marquant, c'est, on peut le dire, je pense, parce que c'est dans les trailers, c'est le monde des morts, donc, oui. Où à partir d'un moment, on sort du Mexique et on va dans le monde des morts. Et ce monde est là, il y a un fantastique. univers qui est incroyable. Mais après, déjà dans le Mexique, il y a un côté très très beau au niveau de l'éclairage, surtout. Je vais souligner l'éclairage, avec des tons orangés qui rappellent un peu le feu, la fête, tout ça. Ouais. Et tout le film est baigné un peu dans cette ambiance visuelle bleu-orangé, qui est absolument splendide. Et au niveau du monde des morts, donc, on a là plus des décors qui ressortent davantage encore. Ah, c'est multicolore, quoi. Ça ressort dans tous les sens et c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est vraiment un monde fantastique. Ça se veut pas réaliste, entre guillemets. Enfin, l'univers se veut réaliste dans sa structure, mais pas dans son aspect visuel qui est incroyable. Énorme point fort du film également, la musique. Énorme point fort, effectivement. Donc on a une bande originale qui accompagne vraiment le film à la perfection. Ça tombe bien, quoi. Je veux dire, quand t'as un personnage qui a envie de faire de la musique, ça tombe plutôt bien. Ça te permet de placer des chansons de manière naturelle, quoi. C'est ça, encore une fois, c'est un petit côté Disneyisation, j'ai envie de dire, de Pixar sur ce film, à la fois au niveau de la musique et au niveau du scénario aussi. Mais ouais, enfin, il y a de la musique, le personnage chante, il y a pas que lui qui chante, il y a aussi Ernesto de la Cruz notamment. Et ouais, enfin, le chant est de qualité. Alors après, moi, je l'ai vu en VF, donc je suis assez chiant sur tout ça. Je tiens à le souligner, mais la VF m'a pas ultra plu sur pas mal de choses, donc notamment la chanson Un Poco Loco qui est chantée par Miguel. Ouais. Qui m'a un peu posé problème. Après, je sais que je suis plus difficile que la moyenne. Enfin, mais oui, ça, oui. Mais je l'ai écouté plus récemment en anglais et même en mexicain, et ça me parle beaucoup plus tout de suite, quoi. Donc, à mon avis, après, c'est peut-être une question de goût aussi, tout bêtement, et de perception. Mais la voix de Miguel en français me pose des soucis dans le sens où ça fait un peu voix de doublage d'enfant typique. Ah ouais. Encore une fois, je suis quelqu'un d'assez dur là-dessus, donc je pense que ça reste mieux que beaucoup de choses, mais c'est à mon sens dommageable. Ok. Après, je suis pas non plus fan des chansons d'Ernesto de la Cruz, donc c'est peut-être juste moi qui suis chiant. Ouais, c'est possible. Vraiment en français surtout. Mais oui, alors pour le coup, pour l'avoir vu en VO, c'est très agréable en fait, c'est qu'ils n'hésitent pas à mettre plein de consonances hispanisantes dans tous les sens. Et je pense que ça, même en VF, ils l'ont gardé. Il y a le Un Poco Loco, le fameux, donc il y a pas mal un peu de son espagnol qui est assez rigolo quand vous avez encore des restes d'espagnol. Ouais. Et tiens, au niveau des musiques, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est Llorona. Je sais pas si tu vois un truc comme ça. Qui chante à la fin peut-être. Qui est chanté, il me semble, en duo. Ouais, qui est assez impressionnante. Ouais. Et il y a celle-ci donc, et il y en a une j'en autre. ai des frissons et d'y repenser, dis donc. Oula. Il y a celle-ci et il y en a une autre qui est plus liée à l'histoire. Il y en a deux en fait de duo. Ouais. Donc je sais pas si tu penses à la même. Il y en a une qui est un peu plus, on va dire, grandiloquente et l'autre plus douce. Et ouais, enfin les deux sont exceptionnels. Il y en a une plus pour la raison du scénario qui, bon, vous verrez. On disait quoi, tu bades un peu, et l'autre qui est vraiment magnifique. Ça c'est vraiment un point fort. J'ai hâte qui nous ramène un peu ça dans des spectacles. Oui, c'est vrai, ça serait bien, Après on attend encore Zootopie, donc. C'est vrai. Ouais, non, qui nous vire la Belle et la Bête live là d'Illumination et qui nous mettent ça. Ça sera quand même s'il vous plaît. Mieux, ça et Zootopie, ce serait. S'il vous plaît. Voilà pour les musiques, voilà pour ça. Bon, globalement, on a kiffé. Je sais pas s'il y a un autre point que tu voulais aborder. On peut parler un petit peu du box-office. Ouais. Donc pour l'instant, il a fait un excellent démarrage en France. Alors c'est pas du niveau de Vaiana qui, rappelons-le, est le truc qui a cartonné en France, mais pas vraiment ailleurs. Enfin, ça a bien marché au total, mais pas un énorme hit. Alors qu'ici, il a cartonné, ce qui est bizarre. Il s'est arrêté à 660 millions, ce qui reste un score plus honorable. Mais on est loin du carton phénoménal. Mais en France, c'est genre loin devant La Reine des Neiges, donc voilà. Qui a fait plus du milliard au mondial, rappelons-le. Ouais. Donc, où est-ce qu'il se situe là-dedans, Coco ? Il se situe au niveau de... Entre les deux, en fait, il est à 110 000 de plus que La Reine des Neiges, donc ce qui est un excellent démarrage, disons-le. On parle des 5 premiers jours, plus, même si c'est plus sur la longueur que La Reine des Neiges a vraiment marché.
Mais a priori, ça tient bien le coup, Coco. Donc, avec 880 000 entrées, donc plus 110 000, ça fait quand même un bon score de différence vis-à-vis de la Reine des Neiges. Ça reste en deçà de Vaiana, je sais pas de combien exactement, malheureusement, désolé. Aux États-Unis, ça fait un démarrage qui est comparable à Réponse, dans le sens où c'était là aussi à Thanksgiving, donc que c'est sorti. Et si la première semaine était, il me semble, un petit peu en deçà, le fait que la chute ait été moins grosse lui a permis de dépasser donc Réponse. Il y a un bon bouche à oreille qui semble se mettre en place. Effectivement, et je pense que ça va continuer. Au Mexique, c'est absolument n'importe quoi le film. Et le plus gros, c'est tout simplement le plus gros carton qu'il y a jamais eu au Mexique de tous les films de tous. Ouais, c'est normal, c'est un peu comme Bienvenue chez les Ch'tis dans le Nord. Hein. C'est à un moment donné, pour faire un parallèle un peu osé. Parler de Bienvenue chez les Ch'tis ce soir. Mais si tu veux. Il y a un autre point que j'aimerais aborder rapidement, c'est les vacances de Noël d'Olaf. Les fêtes de Noël d'Olaf. Aucun rapport, mais ok. Ouais, je crois que c'est Olaf's Frozen Adventure en anglais. Je crois que c'est Olaf Fête Noël ou un truc comme ça. Joyeuse fête avec Olaf, ou je sais plus, un truc comme ça, c'est vraiment... Ouais, c'est un générateur de nom aléatoire. Donc qui est le court-métrage qui est avant, donc pour une fois c'est un court-métrage Disney avant un Pixar. J'y ai pas eu droit, tiens, en VO. Je n'y ai pas non plus eu le droit. Ah, pas de chance. Bon. Ça a fait râler beaucoup de monde, notamment aux États-Unis où je pense qu'ils y ont plus facilement droit. Oui. Parce que Disney, à mon avis, plus derrière au niveau de la distribution. Ouais. Parce que en fait, il dure 21 minutes, ce qui est beaucoup plus long que les courts-métrages habituels. Fait, on est en fait plus proche d'un moyen-métrage, voire d'un special. Prévu pour la télé. Bah oui, c'est une longueur d'épisode de série, ça. Oui, ou même à l'image de ce qui s'était fait sur Toy Story, donc Terreur au motel et compagnie, qui n'étaient pas diffusés avant les films, mais vraiment qui ont été diffusés à part. Bah ouais. Du coup, apparemment, c'est plutôt qualitatif. Je ne l'ai pas vu malheureusement, mais donc beaucoup de monde a râlé parce que après le public Pixar est pas non plus le même que le public Disney. Ça se superpose quand même pas mal, mais il y a aussi beaucoup de snobs qui vont voir Pixar et pas Disney. Voilà, j'ai placé le snob, désolé pour vous. Oui, donc je trouve ça assez dommage que les gens râlent. Maintenant, 21 minutes, je comprends que si La Reine des Neiges, c'est pas ton truc, et que tu tapes 20 minutes de Olaf avant ton film, qui dure déjà 1h40, Coco, ce qui est déjà long, ce qui est pas mal, d'animation Disney, Pixar, et donc plus les 20 minutes, plus les pubs, c'est vrai que ça fait long, même pour les enfants. Alors pour info, c'est bien Joyeuse fête avec Olaf, et ce sera diffusé sur M6 le 23 décembre, donc vous pourrez vous faire une idée. Donc oui, on va le regarder à ce moment-là, on en parlera peut-être en janvier si on peut. Je pense que c'est bon pour Coco. Oui, juste pour dire vite fait que Disney, a priori, va peut-être donc déprogrammer le fameux Joyeuse fête avec Olaf. Ah ouais, du coup, parce que du moins aux États-Unis. Mais après en France, de toute façon, on n'a pas l'occasion de le voir au ciné, à moins d'être très chanceux. Mais oui, donc a priori, c'est vraiment un peu problématique. Ils avaient fait ça à la base pour booster un peu Coco, qui avait, semble-t-il, qui était pas trop attendu en fait par le public il y a 6 mois de ça quand ça a été annoncé. Ah ouais, c'est drôle parce que allez le voir, Coco, ça vaut. Ouais, c'est vraiment excellent. C'est pour moi un des meilleurs films Disney Pixar de ces dernières années. Même la soundtrack d'ailleurs, j'écoutais la soundtrack tout à l'heure, sans parler des chansons, mais vraiment juste la musique. Ouais, c'est ça. Vous mettez ça au boulot, ça vous donne la pêche, il y a aucun problème. Voilà qui va conclure ce podcast de décembre. On l'a conclu, il sera plus long que d'habitude, ce qui est un problème. On va encore se faire disputer par IGN France. Désolé Sylvain. Merci à tous d'avoir suivi. Bisous sur le museau. Rien que d'y penser. On espère vous avoir fait rêver un peu. Vous pouvez nous retrouver sur rienquedipenser.com, sur le Twitter @rienquedipenser. Le podcast est disponible sur iTunes, sur Stitcher, sur Podcast Addict et sur la chaîne YouTube de IGN France. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur un peu tous ces espaces parce que mine de rien ça nous aide beaucoup. Et d'ailleurs, Éparcurien, surtout sur iTunes s'il vous plaît. Surtout sur iTunes, c'est vrai. Et je crois d'ailleurs que on a une question, donc on va y répondre. Rien que d'y penser. Éparcurien. Oui. Oh, tu peux m'appeler rien que d'y penser. Donc il y a Raptor Lyon qui nous a mis une très bonne note sur iTunes, donc on le remercie. On fait des bisous. Nous demande à quand un podcast hebdomadaire. Donc la réponse c'est que est-ce que Nagla Glaçon t'es chaud toi? Il va falloir que je dorme à un moment donné, je suis désolé. Voilà. Donc Sylvain Trinel, à mon avis, il est pas ultra chaud non plus parce que ça va lui faire beaucoup de choses à faire aussi. C'est vrai. De son côté. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire à la place? J'ai commencé j'avais une chaîne YouTube à l'époque, et donc j'ai commencé à faire un peu des compléments au podcast. Donc
sur cette chaîne YouTube. Donc pour l'instant, il y a surtout donc 2 expériences en réalité virtuelle, une Coco, une Star Wars. Il y a quelques shows d'Halloween et de Noël. Enfin, quelques shows d'Halloween. Il y a les shows d'Halloween, puisqu'il n'y en a que 2. Et bien vu. Et je vais essayer de compléter, je verrai si je peux mettre les autres shows de Noël. En tout cas, au fur et à mesure, en fait, il y aura de plus en plus de contenu un peu plus éditorial et qui sera vraiment plus dans l'écriture, avec des choses comme ça. Et donc, ça servira de boost au podcast. J'aurais aimé notamment parler de ce qui a été annoncé au niveau du resort Tokyo Heat. Ça va peut-être être un peu compliqué parce qu'on est short au niveau du temps et que là en ce moment j'ai pas forcément le matos pour faire tout ça. Mais donc rendez-vous là-dessus pour avoir un complément au podcast. À défaut d'avoir un podcast hebdomadaire, ça va être compliqué, mais effectivement on va vous faire un spécial Star Wars. Et en attendant, donc direction youtube.rienquedipenser.com. Vous y arrivez directement sur la chaîne, vous vous abonnez, vous regardez les playlists de Rien que d'y penser. Il y a 2 playlists Rien que d'y penser bien prévues pour. Et vous faites plaisir. Et merci à vous, donc n'hésitez pas à laisser d'autres commentaires, ça nous fait très plaisir et ça nous aide beaucoup. Merci Éparcurien. Donc on vous donne rendez-vous, comme il l'a dit, pour un podcast hors sujet sur Star Wars. Donc pas longtemps après la sortie du film qui sort le 13 décembre, donc mine de rien c'est dans pas longtemps. Donc attendez ça dans 2 semaines max. On revient très très vite vers vous et on vous dit que Rien que d'y penser, c'est un podcast IGN France. Merci Éparcurien. Merci à toi, merci tout le monde. À bientôt pour du Star Wars. Ciao.